Alors, l'idée, c'est de faire travailler l'artiste. C'est lui qui va parler, c'est lui qui va nous montrer son travail. Et puis, on va interagir, y compris avec vous, si vous le souhaitez, pour lui poser des questions et pour voir justement, dans ce travail, le rôle des cahiers. En particulier de ces cahiers qui sont la copie du journal d'Henri Frédéric Amiel. Alors, je te laisse commencer. Voilà, alors... Tu veux peut-être le micro pour... Je ne vais pas forcément, on va voir ce que ça donne, vous me dites, sinon je prends le micro, mais comme je vais me tourner, ça va chaque fois faire pas fort. Bon, pour vous, comment dire, je vous ai préparé des visuels dont les premiers sont, vous voyez, très composés de beaucoup de choses pour vous montrer un peu que mon travail, je travaille à la fois simultanément sur plein de champs artistiques. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, mon idée était, et c'est pour ça que je vais parler de mes oisivetés après, je regardais ça d'une façon tout à fait extérieure. Le monde de l'art, je regardais d'une façon tout à fait extérieure, bien qu'ayant fait les beaux-arts, mais je regardais ça et au début, j'ai commencé par imiter tout ce que je voyais, mais d'une façon assez sarcastique. Hein. Imiter, pas pour copier, mais imiter, pour m'amuser un peu. Je trouvais souvent des choses un peu... un certain académisme, même dans la nouveauté. Et donc, vous pouvez voir, là, ces visuels reprennent une exposition que j'ai faite il y a 2 ans, il y a 1 an, au FRAC, au Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est un parcours dans une exposition, comme ça, dans mon exposition, quoi, tout au long d'une exposition. Et ce parcours, c'est un peu, si vous voulez, mon idée, c'est pas de faire des œuvres. Les œuvres sont pas des objets chez moi. C'est plus un parcours et des chemins. C'est comme si j'ouvrais des chemins avec des pistes et des fausses pistes, comme dirait un peu Heidegger. Alors voilà, ce sont des chemins, d'où cette exposition où on peut partir à droite, à gauche sur des tas de façons de faire, des tas de procédés artistiques. Alors peut-être une première question, c'est-à-dire que quand on voit cette accumulation de procédures ou de dispositifs spatiaux qui cristallisent des processus plastiques, on se dit d'emblée, c'est tellement proliférant que c'est un artiste qui n'a aucun style. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça aussi le point de départ? Ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai aimé, dans les années 70, c'était un peu avant, c'était très important, un artiste qui se tenait à ce style, comme, je sais pas, on va prendre les empreintes de pinceau de Toroni, des choses comme ça, par exemple, jusqu'à la fin, on fait la même chose. Mais moi, je suis arrivé dans les années 80 et je trouvais déjà que fallait que je prenne le contre-pied. Donc volontairement que je m'éparpille, volontairement. Mais c'est pas s'éparpiller, c'est en fait chaque fois se restructurer, je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Donc, ce regard, j'ai commencé donc par mes oisivetés. Alors, mes oisivetés, vous voyez, il y a des vidéos, il y a des artistes, il y a un peu de tout. Alors, ces oisivetés, dans les années 60, très tôt, j'ai commencé par rassembler autour de moi tout ce que je pouvais, soit par la photographie, soit par des petits objets, n'importe quoi, hein, des sucres, des savonnettes, enfin je ramassais tout ce que les gens pouvaient jeter, etc. Les sacs plastiques, les sacs papier, mais pas pour les montrer, mais pour pouvoir plutôt pour pouvoir les décrire et les intégrer dans un espèce de processus universitaire. C'est-à-dire on ne les voit pas, moi j'ai jamais voulu montrer ces choses-là, mais montrer que la description. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire que tu as commencé en étant collectionneur, au fond, en faisant des collections. Collecteur, pas collectionneur.
garde, revend. Moi, je collectais pour sauvegarder. C'était un peu ça, plutôt mon idée. Donc ça veut Et dire... puis aussi pour nourrir tout mon imaginaire, pour nourrir tout ce que j'allais fabriquer quand j'ai besoin de quelque chose. Voilà. Il y a une dimension un peu anthropologique dans ça ou pas? Oui, il y a ça, oui. Tout à fait, oui, parce que, je ne sais pas, moi, la trace, après j'en ai fait des heures, la trace d'un commerce, etc., ça se retrouve sur un sac plastique, enfin, c'est des choses qui se perdent très vite, donc voilà. Alors, donc, j'ai présenté ça dans cette exposition au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, voilà. Cette exposition s'intitulait Voilà. Et il faut juste préciser peut-être que c'est une exposition qui avait été organisée par des artistes. C'était Boltanski qui était un des commissaires de Il y avait Boltanski, oui, il y en avait quelques-uns. Voilà. Et donc j'ai présenté déjà comme ça des étagères avec des boîtes où les gens pouvaient déposer aussi des choses. On demandait les gens pouvaient déposer tout ce qui ne les intéressait pas, des tickets de métro, etc., et qu'on gardait tout en boîte et qu'on inventoriait. Alors voilà, ça c'est l'exposition, voilà. Simultanément, je photographiais, j'ai toujours photographié autour de moi tout ce qui se passait. C'est une façon de voir le monde, quoi, de répertorier le monde. Donc là, vous avez par exemple des photographies qui ne sont pas très anciennes, c'est ce que je vois de l'appartement où je vis aussi. Voilà, donc ça peut être tous les jours, tous les 3 jours, voilà. Là, c'est la maison que certains connaissent parmi vous, où j'habite encore, qui est mon atelier, etc., le parc. Donc ça, pareil, je le photographie tous les jours, mais pas d'une façon, toujours de façon désordonnée. C'est-à-dire que je ne dis pas tous les jours la photographie à telle heure. Non, non, non. C'est parce que je sors à ce moment-là, qu'il y a une lumière ou qu'il y a autre chose. Donc ça, c'est pas un protocole à la Roncawara? Non, pas du tout. Voilà. C'est pas le cas. Non, 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 je ne veux pas ça. Ouais, ouais. Donc c'est très buissonnier en fait. Voilà, voilà. Donc on le voit, ça peut être pas le temps, mais... Et alors simultanément, c'est compliqué, peut-être mon histoire, ouais. Simultanément à ces oisivetés, j'ai commencé par dire, mais que puis-je faire en peinture? Que puis-je faire aujourd'hui en peinture? Ça, c'était dans les années 80, plutôt 82. Que puis-je faire en peinture? Je me suis dit, mais à cette époque, je ne veux pas commencer à prendre des pinceaux pour remplir une toile, ça ne m'intéresse pas. Notre époque n'est pas là, notre époque est dans la reproduction, et moi j'aime beaucoup la reproduction aussi. Et donc j'ai dit, bon, je vais acheter des puzzles dans le commerce, et je vais faire ces puzzles, et je vais les montrer dans les musées, et comme c'est du fait main, c'est une œuvre originale, hein, je prends au pied de la lettre le système des arts qui dit un artiste c'est quelque chose qui fait quelque chose à la main, ça devient original. Donc je prends un puzzle, si je le fais, c'est qu'il devient original, une œuvre unique. Voilà, donc c'est un espèce de truc. Donc je me suis mis à monter des puzzles, acheter dans le commerce et à les montrer. Voilà, donc là vous en avez un petit groupe, ça a été montré à Genève, il y en avait à l'atelier au MAMCO, l'atelier d'aujourd'hui. Ça a été montré dans une galerie que Manuela de Nogent avait montée, qui s'appelait, je ne sais plus le nom de la galerie. Voilà. Et donc c'est chaque fois des images voilà marquantes de l'atelier l'histoire de où l'art. je fais mes puzzles. Voilà. C'est chaque fois des images marquantes de l'histoire de l'art. Ben oui, forcément, parce que les puzzles, il y en a de moins en moins, remarquez maintenant, on en trouve de moins en moins, les gens ne s'intéressent plus à ça, mais les puzzles reprenaient toujours des chefs-d'œuvre de l'art. Donc c'était, avec beaucoup d'humour, c'était une façon de... On sait déjà qu'on fait un chef-d'œuvre. Quand on commence le puzzle, on sait que ça va devenir un chef-d'œuvre. Et... en même temps, bizarrement, c'est pas rien. Parce que quand on monte un puzzle qui reproduit une œuvre d'art, il y a ce détail. L'œil est sur des détails
qu'on ne voit pas quand on passe devant un tableau. Ou alors on est un spécialiste, on l'a vu 40 fois, 200 fois ce tableau, et on commence à savoir que dans les Sabines de David, au-dessus, dans les remparts, il y a tel personnage. Mais et dans le puzzle, on le voit. Quand on fait un puzzle, on le voit. Et c'est pièce par pièce, touche par touche, donc ça ressemble étrangement à la peinture quand même, quoi, cette façon de faire. Et il y a la notion de temps, ça met beaucoup de temps. Voilà, un puzzle de 10 000 pièces, on ne le fait pas en 3 mois, quoi. Ça, voilà. Mais est-ce que justement le fait de faire des puzzles a été pour toi un outil pour rentrer dans l'image, exactement comme la copie du journal est un outil pour rentrer dans le texte, dans l'intimité de Daniel? Ça, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Je n'ai pas pensé à ça. Moi, je l'ai fait un peu aussi par dérision, quoi. Enfin, parce que je me disais, mais je ne vais pas continuer à faire croire que l'artiste, dès qu'il prend un pinceau, une toile, c'est un démiurge et il nous fait un truc magnifique. Je vais prendre bêtement un truc. Et ça ressemble aussi beaucoup, parce que ça m'a toujours touché, la culture populaire me touche beaucoup. Ça m'a toujours touché parce que les gens font des puzzles et les accrochent chez eux. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Et alors, on peut aussi comprendre ça parce que quand j'ai commencé, je suis sorti des Beaux-Arts, j'étais comment dire, j'étais presque fou amoureux des écrits de Jean Dubuffet, surtout de ses écrits. Et donc j'ai écrit à Jean Dubuffet parce que je commençais à exposer, c'était en 69. Et Jean Dubuffet m'a répondu en disant « Encoconnez-vous », c'est-à-dire restez dans un cocon, n'exposez pas, vous êtes trop jeune, attendez. Et j'ai attendu 10 ans. Et pour ça que j'ai commencé en 80. En fait, on a commencé mon travail en 80, alors que j'ai travaillé pendant 10 ans, mais sans montrer. Voilà, ça c'est aussi une chose. Et les copies, par exemple, alors je vais venir aux copies, donc ça ressemble à ça. Bon, on va retourner là. Et les copies, mes premières copies datent de 68. C'est-à-dire que j'ai commencé à copier la machine à écrire des textes. Et après, de Morvan-le-Besque, et puis de Trois-Tresques, les lettres persanes après de Montesquieu. Et c'est vraiment en 85 que j'ai copié l'éducation sentimentale de Flaubert, et que j'ai commencé, parce qu'il déjà je l'écris, après j'écoute, je vous raconterai. Donc j'ai commencé ça le lendemain du jour où Flaubert avait terminé son manuscrit, et je l'ai présenté à la Bibliothèque nationale à Paris le lendemain du jour de la première édition. Donc j'ai copié ce journal le temps du manuscrit, l'éducation sentimentale, le temps du manuscrit à l'édition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce temps-là que j'ai copié l'éducation sentimentale de Flaubert. Donc c'est aussi une façon de parler de ce que c'est qu'un livre, un manuscrit, comment il devient livre, comment il passe au public. Là, quand on voit une image comme celle-là, on comprend très bien aussi que dans ton travail, il y a ce qui est montré, et il y a aussi la façon dont c'est montré qui est tout aussi importante. C'est-à-dire que ce que tu montres, c'est une image, mais c'est aussi un dispositif qui fait apparaître l'image. Les deux font œuvre. Oui, tout à fait. Et donc, on a l'impression aussi que tu es un artiste muséographe, quelque part, ou un artiste qui réfléchit sur le dispositif même qui fait exister la forme, l'image, tout à fait. l'objet. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Parce que d'abord, j'ai une formation, parce que quand j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait le cursus art, mais j'ai fait le cursus décoration d'intérieur, architecte d'intérieur, j'ai fait le cursus graphisme publicitaire, enfin j'ai fait tout ça. Donc j'étais très au courant de tout ça et j'aime tout ça. Donc l'œuvre, c'est non seulement ce qui est montré, mais c'est aussi la façon dont c'est montré. Oui, très important. C'est très important. Le cartel aussi, par exemple, très important. Le titre, c'est très important chez moi, toutes ces histoires-là, toutes ces sous-couches. Je pense qu'une œuvre, c'est ce que je reproche beaucoup, moi, aux arts plastiques, c'est que,
par rapport à la musique, par exemple, c'est que souvent on pense avoir vu l'œuvre en ayant passé devant, quoi, en un seul coup d'œil. Et tout mon système à moi, c'est de montrer qu'il y a des couches et des couches et des couches, et que plus on s'y met, plus on va découvrir. Donc pour être un peu pédant, mais ce que tu montres, c'est le texte et le paratexte. Le paratexte, c'est dans l'œuvre, oui. Ou alors l'ergone et le parergone. Oui. Non, mais c'est important parce que c'est un basculement. C'est un basculement, c'est-à-dire que d'habitude, le parergone, on considère que c'est justement à côté de l'œuvre, autour de l'œuvre, mais pas l'œuvre. Oui. Pour toi, tu l'intègres dans le travail. Tout à fait, oui. Alors, on va continuer. Je vais... Attendez, c'est pas... Si. Je vais sauter... On reviendra après ça, parce que ça, ce sont des rébures, parce que comme j'aime beaucoup le texte, les mots, j'aime beaucoup les mots, je me suis mis à faire des rébus dès les années 68 aussi. Alors il y a les rébus, j'ai créé des rébus onomastiques, c'est-à-dire les liens propres, ça n'existait pas, donc c'est mes portraits à la manière d'un Van Dongen, les portraits de personnages célèbres, portraits académiques. Alors j'ai fait alors rébus, là vous en avez quelques-uns, mais j'en ai au moins 300, quoi. Je ne sais pas si on peut le lire. Ah si, bon, Marcel Duchamp. Alors il y a des rébus en 3 dimensions. Ça c'est la phase après, les rébus en 3 dimensions. Ah oui, avant, voilà, ça c'est les rébus en 2 dimensions, les rébus courants. Après j'ai fait des rébus en 3 dimensions qui s'appellent les circonstances. Les artistes en petits soldats, je vais passer vite pour qu'on vienne à... Oui, mais là déjà, qu'est-ce que... C'est étonnant ça, alors c'est quoi? Alors ça, les artistes en petits soldats. Oui. Voilà, vous allez être complètement perdu. Ah oui, vous allez être complètement perdu. Voilà, vous allez être complètement perdu parce que les artistes petits soldats, c'est bien encore de tout à fait autre chose. Tout en étant, oui, en faisant ces puzzles, en faisant ces copies. Un jour, j'ai mis en place un système d'images, l'image populaire de nouveau, donc un système d'images. Donc, j'ai fait des carnets d'images, pas des carnets de temps, des carnets d'images distribués par des distributeurs automatiques. Donc ça, c'était au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Mes premiers carnets d'images ont été distribués par des distributeurs de timbres-poste. Et après, j'ai eu mes propres distributeurs. Et ces carnets d'images représentaient le monde de l'art, les œuvres d'art, le monde de l'art, les collectionneurs, tous mis côte à côte, quoi. Comme si c'est-à-dire un mauvais et un bon, je m'en fiche complètement. Des œuvres d'art, qu'est-ce que j'avais encore? Des dates, enfin voilà, mes propres œuvres produites, je ne les ai pas là, je n'ai pas montré ça. Et donc, ça, c'est cette histoire de... Donc, parallèlement à ça, j'ai dit, mais comment je vais représenter les artistes? Il faut que je les représente, les artistes. Et les artistes, j'ai dit, je ne peux pas les représenter comme des collectionneurs, comme juste la tête, ou comme... voilà, donc j'ai dit, je vais les représenter en petits soldats. Parce qu'un petit soldat, et là aussi, prenant une tradition populaire du petit soldat de Strasbourg, on peut le voir partout, ou alors le soldat, on va dire, oui, c'est des images populaires d'Épinal, enfin bref, quoi. Et j'ai montré un petit soldat, pourquoi? Parce que le soldat, c'est quelqu'un qui va au front, qui se bat, etc. Mais c'est aussi, c'est toute l'ambiguïté de la position artistique, c'est aussi quelqu'un qui obéit aux ordres. Un artiste, quelquefois, c'est un porte-à-faux, quoi. Ça obéit aussi, ça a besoin de vivre, voilà, ça obéit à des commandes. Voilà, donc voilà d'où viennent les artistes en petits soldats. C'est pas très grand, c'est en carton. C'est pas plus grand que ça, en carton, c'est une en bois, donc c'est un peu un objet c'est un peu désuet. Je joue toujours avec ça, c'est un art populaire, mais en même temps désuet. Voilà, j'ai passé. Et après, j'ai fait ces artistes taille échelle 1 qui s'appellent des géants de jardin. Voilà, on envoyait lors d'une biennale à Lyon, ils étaient sur des balcons. Voilà. Bon, je vais passer. Alors, ouais, ça va trop vite.
voilà, là, il y a une reproduction d'une de mes premières copies, donc 69, vous voyez, voilà, première copie, c'était tapé à la machine. C'était la copie donc de Morvan-le-Besse, des articles du Canard enchaîné de Morvan-le-Besse. J'adorais, il était très critique, voilà, c'est bizarre. Et donc, pourquoi tu as choisi de taper le texte à la machine? Alors que là, dans la copie des carnets d'Aniel, oui, après ça a complètement changé. L'aspect manuel est essentiel. Après, le temps d'écriture est essentiel. Mais là, bon, je sais pas, c'était mes premiers essais, si tu veux, ce sont des essais. Et puis j'avais une machine à écrire. Non, parce que j'écrivais aussi pour moi des propres textes. Donc, et là, je vais faire une chose massive. Oui. Et là, on dit, mais voilà, c'est un artiste conceptuel, Gérard Collin-Thiébaut. Mais en regardant ça. Non, mais je pense que je suis un conceptuel. Ah, tout à fait, je pense que je suis un conceptuel. Je ne suis pas du tout. Tout ça, c'est. Oui, mais il y a quand même le faire, même si c'est un minimum de faire. Par exemple, le maître de pièce. Ah oui, si tu l'entends. Pour faire un puzzle. Alors, écoute, ça, je vais te raconter Sarkis, que j'ai beaucoup côtoyé dans les années 80. C'est pour ça que Christian Merlin m'avait invité à faire un atelier à côté du sien. Parce que je connaissais, on se côtoyait vraiment beaucoup, le cinéma, tout ça, Sieberberg, on allait en Allemagne ensemble, enfin, il venait dormir à la maison, j'allais chez lui. Et Sarkis me disait, toi tu es un conceptuel mouillé. C'est-à-dire conceptuel, mais en même temps, tu vois. Voilà, parce que... Donc voilà, alors la présentation de l'éducation sentimentale à la Bibliothèque nationale à Paris. Alors ça va très loin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça a été présenté, même le choix de la salle, c'est la salle Coipel. C'est encore une salle qui est d'après, même l'architecture c'est d'après. Et cette présentation dans la vitrine, est-ce que j'ai des détails? Ouais. Parce qu'on me l'a présenté de plusieurs façons. Dans cette vitrine, il n'y a pas seulement la copie de l'éducation sentimentale, mais pendant cette copie, j'écoutais toujours une variation et fugue sur un thème de Mozart de Max Reger. Donc, encore une fois, c'est plus Mozart, c'est quelqu'un qui a repris un thème de Mozart. C'est une variation de 1914 ou 16. Et je présentais 2 dessins. On sait que Flaubert ne voulait pas qu'on illustre ses romans. Et alors, volontairement, alors ces dessins, c'est quoi? C'est la pire des choses, si vous voulez, parce que ça vient comment on appelle ça, d'un feuilleton TV, l'éducation sentimentale, mais quand même assez bon, de Craven, pour la télévision. Et ce sont des images, ce truc. Donc j'ai refait au crayon des images, voilà. Où on peut voir d'ailleurs, je ne sais plus, c'est dites-moi celui qui a beaucoup tourné avec Truffaut. Jean-Pierre Léaud. C'est Jean-Pierre Léaud. Et puis je ne sais plus la femme, je ne sais plus. Voilà. Donc là on voit de plus en plus que pour toi, il n'y a que de la reproduction, il n'y a pas d'origine pure, il n'y a que de la reproduction. Ça m'interpelle, ça me travaille beaucoup. Hein. Je ne sais pas où c'est, même si je ne sais pas où c'est. Mais en tous les cas, je pense que on peut travailler aussi bien sur des reproductions que des originaux. D'ailleurs, il y a l'historien d'art à qui on demandait beaucoup de reconnaître, c'était Zéry, je crois. Oui. Avait des reproductions noir et blanc. Et c'est grâce aux reproductions noir et blanc qu'il arrivait à dire que tel tableau est un corot plutôt qu'un... Donc voilà, ce glissement m'intéresse. C'est pas clair. On a besoin, c'est pas l'original tout le temps qui nous apporte tout. Alors, on va passer... Ça va, vous me dites, hein, ce jeu avec le temps aussi, bon il y a le temps de la fabrication, mais il y a le temps au sens peut-être de l'horlogisme de Duchamp, c'est-à-dire que voilà, les objets sont commencés, terminés à des moments précis du calendrier, qui sont des anniversaires,
Oui, des tout à dates. fait. Voilà. Et donc il y a ce jeu avec la chronologie, avec le calendrier, Ouais. comme si tu donnais des rendez-vous à l'histoire à travers les objets que tu fais. Oui, voilà, ça aussi c'est comme une sous-couche dans l'herbe, c'est pour donner des indices, pour dire attendez, il faut se replonger dans l'histoire. Voilà. Donc Alors, c'est pas une œuvre protocolaire. Par exemple, on a reçu Claude Ruteau ici. Claude, c'est clairement une œuvre protocolaire. On a un texte, il faut l'appliquer. Il y a des possibilités de variation. Mais en fait, c'est quand même une œuvre protocolaire. Oui, oui. Toi, c'est pas une œuvre protocolaire, mais il y a quand même des moments où il y a des, des fixations ou des points de stabilisation. Oui, des disciplines, on va dire. Des disciplines. Ouais. Donc, oisiveté plus discipline. Oui, il y a une discipline toujours. Discipline de classement, dans les oisivetés, il y a un classement, donc il y a une discipline. Et oui, alors, je ne sais pas si je réponds, on passe. Oui, donc là aussi, c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire par rapport aux anniversaires, donc là, c'est la copie de Roland Barthes, Discours d'un fragment amoureux, que j'ai commencé aussi le jour du 10e anniversaire de sa mort. Enfin, pas le jour, mais l'année, 10e anniversaire de sa mort. Et ce discours d'un fragment amoureux, je l'ai, qui est toujours comme des lettres, c'est pas très long, c'est comme des lettres. J'ai dit, tiens, que on est en, c'était quoi, en 1990, je ne sais plus, 92, je ne sais plus exactement. J'ai dit, vu notre époque, je vais envoyer ces lettres à Claire Chazal. Une speakerine qui arrive comme ça, qui était, alors à l'époque c'est très intéressant parce qu'elle venait d'avoir un enfant dont on ne connaissait pas le père, donc elle arrivait à la télé pour tout le monde comme une émission lumineuse, donc la Vierge, parce que la Vierge Marie. Donc j'ai dit tiens, je vais envoyer ça, sachant que les écrits c'était... j'ai rencontré d'abord que Roland Barthes avait écrit ça à son amant, son jeune amant, que j'ai rencontré après le vice-consul à Montevideo, je ne sais plus où, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Il m'a dit mais c'est lui. Voilà. Et donc je lui ai envoyé chaque jour une lettre à Claire Chazal. La copie, chaque jour j'avançais, sans rien dire. Hein. Je voyais ça, TF1, Et en même temps, je filmais Claire Chazal, les actualités. Je filmais. Et au bout du 20e jour, je n'avais pas envie de perdre quand même ce travail. Hein. Je me disais, attendez, je ne peux copier ça pas pour rien. Donc j'ai téléphoné en disant, soit elle garde tout, pour en faire un jour un bouquin, ou alors son secrétariat jette. Et je l'ai eu à l'appareil, elle m'a dit non, on jette, on ne garde rien. Donc j'ai immédiatement cessé de l'envoyer, parce que j'ai continué à l'écrire. J'ai récupéré une lettre qui était déjà postée, mais qui n'était pas partie. Donc j'ai récupéré, on me l'a posté, me l'a redonné, qui était timbrée d'ailleurs, et puis j'ai continué à écrire, et voilà, et ça a donné ça. Et j'ai fait ça dans une vitrine avec justement Claire Chazal en train de lire son journal télévisé sur un powerbook qui défile comme ça sur un an. C'est un an de Claire Chazal, donc les coiffures changent, etc. Sachant aussi que tous ces gens la regardent et lui écrivent en disant pourquoi change de coiffure. Voilà, donc dans quoi est tombé ce pauvre fragment d'un discours amoureux. Enfin, c'est intéressant parce que ça traduit bien une époque. Enfin, voilà, moi je suis quand même soucieux de ça. Oui, mais ça traduit aussi dans ton travail des références à la, entre guillemets, haute culture et puis aussi des choses qui sont tout à fait du domaine du populaire, exactement, du quotidien. Et tu fais pas de hiérarchie entre les deux. Non. Chopin se nourrit l'autre sans cesse. Et c'est présenté en plus, ça va encore plus loin, dans une vitrine que m'a donné la Bibliothèque nationale au moment où j'exposais. Donc on m'a donné ces vitrines, donc c'est des vitrines Napoléon III d'époque, la Bibliothèque nationale. Alors, continuons. Voilà, ça c'est... J'ai aussi écrit j'ai copié des écrits de Malevich, par exemple. Alors là, c'est sur un tableau, un carré noir sur fond blanc, et le carré noir, il fait que de couches d'écriture d'écrits de Malevich. Alors là, je ne sais pas par cœur, mais tout est noté, on sait exactement ce que j'ai copié.
C'est une toile, et c'est surtout... Ça en est vraiment à l'opposé des carnets qu'on peut voir ici, des cahiers qu'on peut voir ici, parce que les cahiers qu'on peut voir ici, ils sont d'une lisibilité non négociable. Ouais, alors que là, tu écris pour rendre le texte illisible. Oui, oui, alors... oui, je n'ai pas pensé à ça, mais enfin, c'était pour faire un Malevich. Ouais. Alors, avant cela, j'ai complètement oublié, je ne l'ai pas mis, on m'avait demandé Madame Liliane Dessert, je ne sais pas si vous connaissez la galerie Durand Dessert à l'époque, et Liliane, qui était l'épouse de Michel, avait fait une thèse sur Lautréamont, un doctorat d'état sur Lautréamont. Et elle a demandé à des artistes, Pénon, etc., d'illustrer ça, d'illustrer sa thèse. C'est sorti, c'était un gros truc comme ça. Et alors, pour moi, j'ai répondu en copiant justement les chants de Maldoror d'Isidore Ducasse. Et je les ai copiés. Alors, le premier chant je ne sais plus dans quel sens j'ai été. Je crois que le premier chant est copié entièrement. Donc sur une seule page noire, à l'encre blanc, à la plume, l'encre blanc, donc il y a des couches de nouveau d'encre blanc, jusqu'au 7e chant où là il n'y a plus qu'une couche, on peut lire. Voilà, ça c'était juste avant ça. Est-ce que tu classes ces pièces-là dans la catégorie des oisivetés ou c'est autre chose? Non, c'est les copies, alors ça s'appelle les copies. Et les copies, comme les transcriptions, sont classées dans un comment j'appelle ça maintenant? Classé dans un, comment on appelle ça? J'appelle ça. Je ne sais plus, c'est classé dans harcèlement. Ça s'appelle harcèlement, c'est harceler l'art, en faisant des transcriptions. Enfin, tout ça, c'est bien compliqué. Alors, voilà, ça c'est encore un autre travail qui s'appelle Linge de mots au voile de lettres, qui font un peu référence au voile de Véronique. Et en fait, ce sont des copies d'écriture, comme j'avais fait mes plaques en 80, etc. Bon, ça c'est pas très bon. Ah oui, mais ça va très vite. Alors, simultanément, pour vous perdre davantage, c'est retourné. Là, il y a encore autre chose, c'est l'Encyclopédie monumentale des arts, où depuis 30 ans, je découpe des reproductions d'œuvres d'art qui sont dans les journaux, pas dans les livres, pas de trucs spécialisés, mais tout ce qu'on peut trouver dans des journaux, dans des magazines, etc. Je découpe et je les classe. Et voilà. Tu les classes par chronologie? Je les classe par artiste. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que je peux avoir, je ne sais pas, les iris de Van Gogh 200 fois. Mais c'est jamais dans le même format, l'illustration, c'est jamais dans la même couleur, c'est jamais, des fois c'est même reproduit à verser, à l'envers, comme la chambre de Van Gogh, une fois que je trouve. Et tout ça, je les classe les uns à côté des autres, comme ça, des formats différents. Ça, je l'ai montré que partiellement, parce que c'est un truc énorme. C'est-à-dire, ça fait combien de volumes? C'est des couches hautes comme ça. J'avais montré à Nîmes, j'avais montré même dans le métro à Paris, ça a été montré. Parce que l'aspect encyclopédique ou l'aspect monstrueux des choses, oui. Par exemple, copier le journal d'Amiel, c'est monstrueux. Oui. Est-ce que c'est monstrueux au point qu'il faut aller jusqu'au bout du monstre, ou est-ce que c'est monstrueux par principe, et au fond, même si on ne va pas au bout, c'est pas grave puisque c'est monstrueux par principe? Ce que je veux te poser comme question, c'est est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout du monstre, jusqu'au bout de l'encyclopédie, ou est-ce que c'est une utopie et que le fait que ce soit une utopie, ça suffit pour que le projet puisse exister? C'est-à-dire que moi, tant que je vis, je vais jusqu'au bout, je continue, je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que c'est lié aussi à... Je n'ai jamais détaché ça, moi, la vie de l'artiste, la lecture de l'œuvre sans la lecture de la vie. C'est le fameux truc de Proust contre Sainte-Beuve. Voilà, c'est cette histoire-là. Moi, je ne détache pas, j'ai besoin de savoir. J'écoute une musique, si je ne sais pas, comme Gustave Mahler, ou je ne sais pas quoi, était là, sur le bord de son étang, avec quelle sa fille a perdu sa fille, enfin, j'ai besoin de tout savoir.
quand je lis, c'est pareil, un auteur, je lis tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi, je lis ma vie au travail. En même temps, quand tu copies le journal d'Amiel, tu te dépossèdes de ton intimité, puisque tu arrêtes de produire des écrits intimes pour recopier l'écrit intime de quelqu'un d'autre. Alors, ça c'est d'une part bien pratique. Tu peux avoir d'intimité. Du coup, on ne connaît pas mon intimité, finalement. Non, mais c'est quand même important, parce que j'ai essayé d'écrire un journal. Quand on relit, c'est insupportable. Enfin, moi, je n'ai pu relire. J'ai copié mes rêves aussi, j'ai eu ces périodes-là. Mais quand je relis ça, je trouve ça terrible. Hein. Donc, et donc, on va venir au journal d'Amiel maintenant. Je vous passe juste là, puis justement, ce sera intéressant. Donc, bizarrement aussi, je travaille comme ça, je peux travailler sur des choses étonnamment intimes et étonnamment comme ça urbaines. Donc j'ai fait pas mal de réalisations urbaines, hein, que ce soit des universités pour des universités, etc. Et là, c'est pour la cathédrale de Tours, où j'ai fait des vitraux pour un... Donc je ne veux pas vous parler de ça, c'est pour vous montrer que on répond dans beaucoup de sens. Enfin, je pars, moi, dans beaucoup de... Et dernièrement, tu as fait une œuvre publique pour Genève, à Genève. Ah ben oui, je l'ai... oui, où je cite... voilà, on va y aller. C'est une commande publique. Oui, je vais vous montrer, je l'ai mise. C'est une commande passée par le FMAC. Ça ne tourne pas. Le FCAC. Ça ne tourne plus. Si, regarde. Ah ben on tombe dessus, c'est incroyable. Voilà, ça c'est le pont, là, enfin c'est la fameuse ligne à Grand Lancy. Et j'ai fait des verres, j'ai gagné cette commande publique et j'ai fait des verres comme ça, qui sur 120 mètres d'un côté, je ne sais plus combien de l'autre. Et pourquoi je vous montre ça, mais on va revenir en arrière, parce que regardez, on le voit mal, mais c'est Amiel. J'ai réussi à mettre Amiel, puisque la tante Fanchette habitait Lancy, hein, à un moment donné, et il allait, il dit, je vais à Lancy, ou Grand Lancy, je ne sais plus comment, à l'époque ça s'appelait Lancy, je pense. Et voilà Amiel, on le voit. Puis je le cite dans un autre vers encore, parce que ça c'est des vers où j'ai plusieurs couches aussi. C'est un truc que j'ai inventé, qu'on a inventé avec Saint-Gobain, que j'ai mis dans mes cathédrales. Et le vers, il y a plusieurs couches dans le vers. Vous voyez, il y a plusieurs images, plusieurs histoires qui se superposent. Il y a du contemporain et de l'ancien. Il y a aussi une carte postale de Grand Lancy derrière, là. Voilà. Là, c'est la place devant la mairie. Enfin, voilà, il y a plusieurs couches qui sont dans le verre. C'est cuit dans le verre. Hein. C'est pas de la sérigraphie, donc ça dure un siècle ou 2 siècles. Voilà. Donc, je reviens, c'est pour une petite... Donc, je cite Amiel assez souvent, et là, je suis en train de... Voilà, on voit... Donc, c'est une commande de la ville de Nancy, c'est ça? Oui, c'est une commande de... Voilà, on va revenir au journal. Donc ça, c'est Cahors, une autre cathédrale. Et en ce moment, alors je ne sais pas si je vais remporter, on demande à des artistes de travailler sur la nef de la cathédrale de Tours. Là, c'était le transept nord que j'ai fait. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas si je vais être retenu, hein, ça c'est pas du tout. Mais il y aura de nouveau Amiel. Il me poursuit, ouais. Enfin, c'est moi-même, je vais devenir fou. C'est comme, comment s'appelle-t-il, Albert Dieudonné dans le film d'Abel Gance. Vous savez, l'acteur Dieudonné a cru qu'il était à toute sa vie Napoléon après. Il a joué ces trucs et ça ne l'a pas lâché. Il se prenait pour Napoléon, Albert Dieudonné, dans le film d'Abel Gance sur 3. Vous savez, la triptyque énorme, Napoléon. Et... oui. Est-ce que je peux me permettre de vous mais allez-y, oui, oui. Vous avez dit que lorsque vous écriviez votre journal, c'était pas possible parce que c'était illisible. Le journal d'Amiel ne vous est pas illisible. Non, j'aime beaucoup. Ouais. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire du journal d'Amiel. Alors, le voilà. Ah, bon, j'ai commencé. Donc, on a le temps, je peux absolument. Donc, cette histoire, c'est Christian Bernard, au Manco de Genève, que je connaissais depuis 68, m'invite en me disant « J'aimerais bien que tu fasses quelque chose. On a fait l'atelier de Sarki, si tu faisais un atelier à côté, ou quelque chose à ta façon,
Donc voilà, je fais l'atelier qui s'appelle d'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, comme femme d'aujourd'hui. Alors déjà là je dérape, puis ça devient populaire, le magazine Femme d'aujourd'hui. Et puis est-ce que je suis homme-femme? Si, il y a tout ça, tu vois, parce que j'adore ces côtés-là. Et alors à ce moment-là, que vais-je mettre dans cet atelier? Et je pense à une copie, et Christian aussi me dit, et si tu copiais quelque chose finalement dans l'atelier et donc je pense à Amiel, qui est genevois, je dis mais il n'y a qu'une seule chose, j'ai jamais copié le journal, ça m'intéresse beaucoup de copier un journal, et je vais copier le journal des journaux, enfin je sais pas, on peut pas dire le journal des journaux, je sais pas comment on dit, c'est le journal par excellence, quoi. Pas d'effet de genre, pas de style, pas d'effet de style, quoi, il est vraiment vrai, quoi, il est authentique, quoi. Et donc, j'ai commencé à copier ce journal le jour même de mes 50 ans. Donc, tu vois, on revient à des dates. 4 juin 1996, je crois. 46, ouais. Oui, mais 96 à Genève. Ah oui, 96, 96, c'est ça, 96. À Genève, donc j'ai commencé ce jour-là. Et dans ce cahier bleu, on a essayé plusieurs cahiers, j'ai fait des tentatives, parce qu'il y a aussi quand même cette présentation qui compte. J'ai pris un stylo Pélican, parce que Pélican me semblait assez germanique. Donc, je ne sais pas si c'est suisse ou si c'est allemand, mais peu importe, c'est Pélican, c'est germanique. Comme un Miel avait été à Heidelberg, a été étudié après Heidelberg, je ne sais plus, je cherche, il a été étudié où? Après en Allemagne, Munich? Non. Enfin, il a été avec tous ces... une période incroyable. Il était à Heidelberg, mais après il était où? Je ne sais plus. Ça m'échappe maintenant. Bon, on va faire ses études. Et puis donc j'ai pris un stylo Pélican. Vous voyez, tout est comme ça, tout est choisi. Et donc j'ai commencé ce journal d'abord en disant je vais venir le copier à Genève. Et ça très vite, ça m'a pas intéressé parce que c'était un effet, quoi, comme une posture artificielle. Et ce journal, plus je l'écrivais, plus il devenait mon journal. Vous voyez ce que je veux dire? C'était sa vie m'intéressait. Enfin, je rentrais et puis comme cette introspection devenait la mienne, quoi, quelque part. Parce que c'est vrai, quand on lit son journal, c'est le journal de tout le monde. C'est notre propre histoire. On trébuche, va mal. Enfin, lui, il est particulièrement là-dedans. Mais voilà, donc c'est devenu mon propre journal et je suis mis à le copier, mais pas forcément d'une façon... il y a des fois, pendant 6 mois, je ne copiais pas, quoi. Je ne copiais plus, parce que j'avais autre chose à faire aussi, je n'avais pas que ça à faire. Voilà. Et donc j'en suis... je l'ai emmené, là, il est dans mon sac, ce soir à l'hôtel, peut-être que je vais le copier. Quand je voyage, j'étais au Japon pendant 3-4 semaines, j'ai copié le journal d'Amiel, constamment, quoi. J'étais en Corée, enfin partout où je vais, je l'ai avec moi. Et donc c'est lourd, c'est un bouquin, je prends toujours un tome et puis quelques cahiers, et de l'encre, parce que c'est toujours la même encre, hein, et voilà. Et ça veut dire aussi peut-être, Gérard, que tu es un artiste qui peut se passer d'atelier. Ou est-ce que tu es un artiste d'atelier? Non, ça c'est complètement faux. D'ailleurs, j'appelais ça des bureaux, des ateliers. Ceux qui sont venus à Vue-la-Font, on sait très bien que c'était énorme. Bon, maintenant, je n'y serai plus, mais que j'avais un travail par salle. Ça m'intéressait beaucoup. Ça me permettait vraiment d'avancer très vite. Là, je suis un peu coincé à Besançon dans cet appartement, même si on a encore Vue-la-Font, mais c'est un peu compliqué. Alors je travaillais moins, quoi, forcément. Mais le terme, j'ai pas envie d'artiste atelier, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Je peux travailler. Tu vois, j'ai failli. Quand je suis sorti des Beaux-Arts, j'ai failli rentrer dans la pub, dans des agences de pub. Donc j'ai des amis qui partaient là-dedans. Donc après j'ai fait donc l'architecture d'intérieur. Donc tu vois, j'ai autant un bureau, du design, des machins, quoi. Mais là, je joue quand même avec le roman. Je sais pas comment dire. C'est une façon aussi de tout m'énerve. Je trouve qu'il y a des tics dans l'art contemporain. L'art contemporain, je voudrais que ce soit toujours quelque chose
qui remettent en question, qui remettent en question, qui remettent en question. Et très vite, j'ai constaté que c'était l'éthique. Maintenant, il y a eu les périodes de mur blanc. Les artistes, maintenant, il faut qu'ils aient des lofts avec des grands studios et puis qu'ils travaillent pour eux. Tu vois, alors dès que je vois que c'est comme ça, j'ai envie de prendre le contre-pied. Et donc, mes vieilleries, si tu veux, de Louis Lafont, là, c'est fait exprès, quoi. Tu vois, de Napoléon III, j'ai envie de... voilà, j'ai envie de prendre le contre-pied, tu vois. Moi, je suis comme... Bon, c'est comme ça, c'est mon caractère. Je ne supporte pas... dès qu'il y a 3 personnes qui pensent pareil, j'ai envie de dire le contraire. Voilà, ça c'est un des cahiers. J'en suis... je vais terminer le cahier 79. J'ai encore 6 pages. Ce matin, j'ai fait le 7 mai 1860. Voilà, donc je sais le temps qu'il fait à Genève. Je sais tout ça. Non, mais c'est bien parce que finalement, je connais bien Genève avec cette histoire. Voilà, je connais des endroits. Il allait au il allait, voilà, il se baladait, il raconte tout. Mais dans les cahiers, donc, il y a plus que le texte, il y a aussi des feuilles d'arbres, des branches, des fleurs. Oui, mais ça c'est aussi pour m'amuser un peu les fleurs, mais parce que j'aime la nature, j'aime les fleurs, j'en ramasse tout le temps en masse, donc la fleur séchée, ça fait aussi un côté très désuet que je glisse dedans. J'aime ça, ce côté... c'est comme une fausse piste, si tu veux. Comme je disais tout à l'heure, mes œuvres, c'est comme des chemins ou des fausses pistes. Est-ce qu'on va par là? Est-ce qu'on l'étudie par là? Est-ce que non, on l'étudie pas par là? Et puis il faut revenir en arrière. Est-ce qu'on se perd? Voilà. Et donc il y a ça, mais dans le journal, il y a quand même des indices sur ma propre vie. C'est-à-dire qu'il y a la date, évidemment, le jour où je copie l'heure et l'endroit. Et si c'est un hôtel, il y a même le nom de l'hôtel et la chambre, le numéro de chambre. Et puis, il y a quelquefois un dessin, ça peut arriver, on peut avoir un dessin. Il y a aussi, alors, un autre indice, c'est dans les volumes, les 12 volumes édités à Genève. Alors, quand ça me ressemble, je fais un trait, je mets GCT. Dire ça, c'est un peu moi. Vous voyez, je mets des indices comme ça, voilà. Et il me semble aussi que quand tu écoutes de la musique, tu notes le morceau de musique que tu Oui, ça arrive, mais pas toujours. Après, je me suis dit, oh, ça me paraît trop artificiel, j'arrête. Mais ça, je le faisais, oui. Et il y a l'heure, ça c'est très important. Et là, on voit aussi, à travers l'exemple de ces cahiers, que ce qui est aussi une grande question que tu poses dans ton travail, c'est la différence entre... Bon, l'original et la copie, on l'a compris, mais peut-être plus que ça, entre œuvre et désœuvrement. Il y a toute une catégorie d'œuvres que tu appelles des oisivetés. Bon, l'oisiveté, c'est une façon de rien faire en même temps. Ouais, tu fais quelque chose. Mais justement, je dis que j'ai pris le terme oisiveté à Vauban. Et à l'époque de Vauban, les oisivetés, c'est pas du tout ne rien faire. C'est faire un travail quand on a fini le travail officiel, c'est le travail qu'on fait ensuite. Et ça, c'est Monsieur de Vauban, et moi j'ai pris ces oisivetés-là. Mais je le cite quelque part, je le dis, que c'est pas du tout l'oisiveté telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est en plus, quoi. C'est le travail supplémentaire. Donc c'est le travail non utilitaire, ou oui, difficile à évaluer d'un point de vue. Voilà, où c'est le deuxième, le troisième travail, parce que voilà, on travaille sur 4 choses à la fois. Voilà. Est-ce que j'ai encore des images? Je ne sais plus. Est-ce que je peux vous montrer? Bon, ben voilà, là on voit des chambres. Parce que je photographie aussi quelquefois la chambre d'hôtel. Alors, pas du tout à la manière d'un artiste qui photographierait systématiquement son travail, mais je photographie la chambre d'hôtel. Toujours dans les oisivetés, toutes les chambres d'hôtel sont photographiées. Quand j'arrive, je prends des photos, y compris de ce que je vois par la fenêtre. Ou quand je vais dormir chez des gens, pareil, parce que mon journal d'Amiel, je suis copié chez des gens, je mets la date et puis je peux photographier l'intérieur. Voilà, bon, ça c'est... Si vous avez des questions, c'est tout à fait possible de les poser pour vous. Oui.